bienvenue à tous de nouveau à cette première séance d'information sur les 4 piliers du référencement. Donc moi, je suis Mégane, membre de la Réponse et accélératrice d'initiatives positives. Et donc, je gère plusieurs aspects également de la communication, dont l'organisation de ce webinaire. Webinaire qui vous sera donc présenté par Rémi, l'un de nos experts SEO, qui est du coup expert en la matière depuis maintenant 14 ans. Donc, il va pouvoir clarifier certaines choses concernant le référencement naturel au courant de ces 2 prochaines séances. Donc, vous venez tout juste de voir Lara, qui fait partie de La Ruche, qui m'a également aidée avec Nisrine, sa collègue, à organiser ce petit webinaire. Donc, pour information, La Ruche est un incubateur et fournit aussi des espaces de coworking partout en France, fournit des petites formations aussi pour aider justement les créateurs d'entreprises. Donc voilà, je remercie de nouveau Lara et Nisrine pour leur aide. Et puis, je vous partage aussi, si besoin, je vous partagerai également, si besoin, le site de La Ruche par la suite. Voilà, s'il y en a certains que ça peut intéresser. Je vais aussi vous parler rapidement de notre association. Donc, nous, on a un collectif d'indépendants, un petit peu éparpillés aux 4 coins du monde, mais qu'on réunit en fait grâce à des causes communes que nous défendons, dont la durabilité, la résilience et la justice sociale. Et en gros, notre mission, c'est d'aider les acteurs du changement qui partagent nos causes, qu'elles soient donc associations, coopératives, start-up sociales, fondations, à développer leur visibilité sur Internet grâce au référencement et pour les aider à grandir, à se développer, parce que voilà, ce sont des initiatives qui méritent vraiment d'être connues et qu'on souhaite aider parce que ça fait sens. Et comment on les aide? Donc, du coup, nous, on a 3 champs d'intervention. On va avoir notre boîte à outils. Donc, on est la plus grande plateforme en ligne sur le sujet du référencement pour les acteurs du changement. Et donc, on a pour volonté de mettre à disposition des ressources et des connaissances, donc des articles, des vidéos, des formations, des audits SEO, tout ça gratuitement pour aider les gens à mieux comprendre le référencement. Donc, pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, en quoi ça peut les aider. Donc, on a cette partie de la boîte à outils. On va aussi avoir l'agence. Donc, on est la première agence de référencement solidaire et on met à disposition 3 services de référencement, donc, toujours pour aider les acteurs du changement, mais qui cette fois n'ont pas forcément les connaissances et les ressources internes pour gérer en fait leur stratégie de référencement naturel et payant. Donc, payant avec notamment la gestion de comptes Google Ads et Google Ads Grants. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique aux associations éligibles parce qu'elles peuvent bénéficier de 10 000 $ de bourse publicitaire de la part de Google pour promouvoir leur message sur le réseau de recherche. Donc voilà, nous, on gère à travers l'agence ces 3 services, le SEA, le SEA Google Ads Grants et puis le référencement naturel. Donc, si ce n'est pas très clair pour vous, enfin pour certains, la différence entre référencement naturel et payant, on a également des articles dédiés sur notre site qui expliquent très, très bien ces différences-là, dont je vous communiquerai également le lien par la suite. Donc, ce sont nos champs d'action pour aider ces acteurs. Et puis, on travaille en parallèle sur le projet de lobby citoyen. Et là, on collabore en fait avec les moteurs de recherche pour mettre plus de justice dans le référencement, donc toujours en faveur de ces initiatives positives. Et donc, comment on le fait? On met en place, donc on essaye de mettre en place des systèmes de filtres sur les moteurs de recherche, donc sous la barre de recherche, et qui permettent en fait aux internautes de pouvoir filtrer les résultats. Donc, si on a envie de voir des associations plutôt que des entreprises, du seconde main plutôt que du neuf, on va être capable en fait de pouvoir trier ces résultats-là pour mettre plus en valeur et pour avoir accès à ce genre d'initiatives qui méritent vraiment d'être visibles. Donc voilà, ce sont nos champs d'action pour aider ces acteurs.
Et je pense avoir à peu près tout dit. Donc, avant de commencer, je rappelle à tous de bien vouloir couper son micro. Moi aussi, je vais arrêter de parler, je vais couper le mien. Et encore une fois, n'hésitez pas à noter vos petites questions dans le chat. Et puis, comme ça, on pourra les parcourir en fin de séance. Et je te laisse le micro, Rémi. Merci pour votre écoute. Ok, super. Ben, merci Mégane, à toi pour cette présentation super dynamique. T'imposes le rythme, ça va me mettre un peu dans le bain. Donc bonjour tout le monde, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler SEO. Alors juste pour l'organisation de ce webinaire, je vais juste vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Elles seront gérées par Mégane qui me les posera à la fin. Et voilà, on va essayer de tout faire d'une traite, c'est-à-dire que là, ce webinaire va durer à peu près 2 heures grand maximum. On aura fini sur les coups de 16 heures en France. Oui, c'est ça, je fais le calcul parce que j'ai un décalage horaire. Mais c'est au plus tard à 16 heures, vous serez tous libérés, il n'y a pas de problème. Ce webinaire est un peu plus dense que le deuxième qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a été ajouté? C'est bon, je te laisse gérer ça, Mégane. N'hésite pas à mettre les gens en mute aussi, comme ça à la fin de ce webinaire, en fin de séance, on pourra rétablir les micros et il y aura des échanges libres. Donc, pour ceux qui restent à la fin, vous pourrez échanger avec nous sur des questions plus précises et personnalisées. Donc, ça sera sympa. Voilà, bah, écoutez, on va partir. Hop. Donc, aujourd'hui, on va regarder deux sujets, enfin 2 piliers en fait, puisqu'on va parler des 4 piliers du SEO. Donc, c'est un webinaire qui est pour les débutants, vraiment. Donc, si vous n'y connaissez rien, c'est parfait. Mon objectif à moi aujourd'hui, ça va être de démocratiser un petit peu ce qu'est le SEO et puis vous faire un petit peu comprendre comment les choses fonctionnent au niveau des moteurs de recherche. Donc, pour essayer de simplifier tout ça, on a organisé nos webinaires en 4 piliers et au cours de nos 2 webinaires, on va voir 2 fois 2 piliers. Donc, on va commencer par parler de tout ce qui est expérience de l'utilisateur et de l'utilisatrice sur le site Internet que vous avez, ainsi que tout ce qui est éléments techniques de celui-ci, parce que ces facteurs-là jouent énormément en votre faveur ou pas auprès de Google et des autres moteurs de recherche. Donc, c'est un des piliers fondamentaux du SEO. On va ensuite parler de tout ce qui est mots-clés et contenu. Donc, quels sont les mots-clés qu'il faut identifier, maîtriser et injecter dans son site web pour que ça puisse être aussi mis en valeur par les moteurs de recherche. Donc, il y aura toute la deuxième partie du webinaire qu'on va faire aujourd'hui dédiée à ça. Ensuite, la semaine prochaine, nous verrons tout ce qui est logique de lien, qu'on appelle aussi lien interne, lien externe ou backlink en anglais. Donc, ça aussi, c'est un des piliers du SEO, c'est-à-dire c'est la capacité de connecter les pages entre elles à l'intérieur de votre propre site Internet, mais c'est aussi la capacité à connecter votre site au reste du monde. Donc, ça va vous amener de l'influence, du trafic, des visiteurs. Tout ça, on le verra en début de webinaire la semaine prochaine. Et puis enfin, le 4e pilier, c'est la capacité à maîtriser ce qu'on fait, analyser, suivre les performances, toujours essayer de faire monter les KPI et les courbes vers le haut dans tout ce qui est performance de votre site Internet et captation de trafic. Donc, on regardera quels sont les outils essentiels à maîtriser, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de KPI et performance. Donc, on fera le point sur tout ça en fin de deuxième session de webinaire. Voilà. Donc, revenons juste avant de se lancer dans le vif du sujet, revenons sur les bases. Qu'est-ce que c'est le SEO? Alors, le SEO signifie en anglais Search Engine Optimization. Donc, ça veut dire en fait optimisation de son positionnement naturel, optimisation de ses apparitions au sein des résultats naturels. Alors, sur la photo que vous avez ici, on voit quelles sont les différentes possibilités d'apparaître sur un moteur de recherche. Donc, vous voyez qu'en général, tout en haut, on a les annonces. D'ailleurs, il y a une petite étiquette qui est de plus en plus invisible, mais qui est toujours présente sur le côté. Donc, on voit que le premier bloc, celui qui est tout en haut lorsqu'on réalise une recherche quelconque, ici, c'est une recherche sur paire de baskets de marque Converse. Donc, on voit que les premiers liens qui apparaissent ici sont des pubs, en fait,
Ça va être ce que l'on appelle le SEA, Search Engine Advertising. Donc, c'est la pub sur les moteurs de recherche. Ce n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais on traite aussi ce sujet à la réponse, notamment parce qu'on gère des comptes Google Ads et Google Ads Grants. Donc, si le sujet vous intéresse, vous allez fouiller sur notre boîte à outils, mais également prendre contact avec des membres de notre équipe pour traiter ce sujet. Mais ce n'est pas celui du webinaire d'aujourd'hui. Et juste en dessous, vous avez les résultats qui sont dits naturels. Alors, quelle est la différence? Pour y être, on ne fait pas de la publicité, c'est-à-dire on ne paye pas pour apparaître. Ce sont des résultats qui sont là parce qu'ils sont légitimes d'après les moteurs de recherche. Donc, c'est une sorte d'apparition gratuite si les moteurs de recherche estiment qu'on est un très bon site, très influent, qualitatif, sur ce genre de recherche qui est effectuée. Donc ici, dans ce cas précis, c'est une recherche faite sur les baskets Converse. Donc voilà, les deux liens qui apparaissent sont des liens qui ont beaucoup d'influence sur cette recherche-là. Voilà. Ensuite, peuvent apparaître d'autres éléments tels que des images, par exemple, qui peuvent émaner de Google Images. Il peut y avoir aussi, on en voit de plus en plus ici, juste avant AdWords. J'espère que vous voyez mon curseur, parce que sinon je le bouge pour rien. Mais de temps en temps, sur certaines recherches, on voit apparaître tout en haut un système de questions-réponses ou des informations qui sont isolées. Bon, ça s'appelle la position 0, cet élément. Et de temps en temps, Google va piocher sur des très bons sites des informations pour les mettre directement en résultat de navigateur avant même d'aller visiter les sites Internet. Donc ça aussi, si vous apparaissez en position 0, si des éléments de votre site apparaissent en position 0, vous avez atteint un petit peu le Graal parce que ça veut dire que vous avez très, très bien fait les choses et certains éléments ont été extraits et publiés à cet endroit-là et vous serez également mentionné. Donc, ce sont des points très positifs. Ensuite, suivant le cas, vous pouvez avoir des éléments de Google Shopping qui apparaissent ou Google Maps, ça dépend. Les recherches sont de plus en plus personnalisées. On est sur une logique qu'on appelle recherche universelle maintenant. Donc, suivant le type de recherche que vous allez effectuer, on en distingue trois principalement. Il y a les recherches qui sont dites informationnelles, c'est-à-dire des gens qui cherchent des informations. Il y a des recherches qui sont considérées comme locales, trouver où se trouve telle boutique proche de chez soi, tel restaurant, etc. Et des recherches qui sont de type transactionnel, c'est-à-dire on veut acquérir quelque chose, on veut vendre quelque chose, on veut louer quelque chose, etc. Donc voilà, ces éléments peuvent se personnaliser et se mettre en place différemment en fonction de l'endroit où on est, le type de recherche qu'on a réalisé, etc. Mais grosso modo, vous avez les principaux éléments qui sont visibles ici. Je parle également de Google, mais on pourrait aussi parler de Bing, on pourrait parler d'Ecosia, on pourrait parler des autres moteurs de recherche. Alors, pourquoi tout le webinaire va faire un focus sur Google en particulier? Tout simplement pour deux raisons, parce que Google représente aujourd'hui encore plus de 90% des recherches réalisées sur Internet. Donc, c'est là où on va avoir le public le plus important qui est présent. Mais c'est aussi le plus avancé technologiquement et de très loin. Donc, en fait, ça veut dire que si vous faites bien les choses pour Google, a priori, ça va marcher de la même manière pour les autres moteurs de recherche, Bing, Yahoo, Ecosia, etc. D'ailleurs, Bing et les autres moteurs de recherche sont en train de se partager ce qui reste, c'est-à-dire les miettes, moins de 10% du trafic mondial. Et ces moteurs-là, qui sont un petit peu différents, Yahoo, Ecosia, utilisent de la technologie Bing. Donc, en fait, sans vous en rendre compte, vous utilisez également Bing quand vous êtes sur ces plateformes-là. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Ensuite, quelle est la différence majeure qui peut exister entre le SEA, donc ici le cadre jaune, et le SEO, le cadre bleu? Tout simplement, le cadre jaune, c'est de la publicité, c'est-à-dire qu'on paye pour apparaître. On va mettre de l'argent. Donc, pour Google, il faut aller sur Google Ads, qui est la plateforme publicitaire de Google. Pour Bing, c'est Bing Ads, etc. La logique est la même pour tous les autres moteurs de recherche. Et en fait, on va gérer des campagnes. Et à partir du moment où ces campagnes sont actives, c'est-à-dire qu'on paye,
au clic obtenu, eh bien, on va être visible immédiatement dans cet encart-là, cet emplacement jaune. Quel est l'avantage? Eh bien, c'est une stratégie à court terme qui marche très bien et qui nous permet d'obtenir une visibilité certaine et immédiate. Point négatif, cependant, le jour où on arrête de maintenir ces campagnes, c'est-à-dire le jour où on coupe les budgets que l'on a mis sur Google Ads, on disparaît aussi vite que l'on est apparu. Voilà les forces et faiblesses, on va dire, de Google Ads. En dessous, dans le cadre bleu, par contre, le SEO, ici, on va au départ mettre énormément d'investissement dans le développement de son site Internet et son optimisation pour apparaître sur les moteurs de recherche. Donc, la logique est différente parce que le gros des dépenses se fait au début. Et une fois que cela est fait, eh bien, on va gravir petit à petit les positions dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on va apparaître en page 10, puis en page 8, puis en page 6, etc., jusqu'à atteindre la première page, qui doit être le premier objectif, puisque si on n'est pas en première page, malheureusement, on est difficilement visible. Et une fois qu'on est sur la première page, eh bien, il va y avoir une sorte de concurrence féroce avec les autres sites Internet, mais on va pouvoir gravir les échelons. Et quand on est tout en haut, dans les 3 premières places, là, ça devient très, très intéressant parce qu'on est directement visible ici, tel que ça apparaît sur l'image, et on va pouvoir capter beaucoup plus de clics. La différence, donc, avec le SEA, c'est que le SEO prend du temps, c'est un marathon. Ce sont des stratégies qui vont être payantes à moyen ou long terme. Par contre, quand vous atteignez ces positions-là, eh bien, tout est gratuit. Les clics obtenus sont gratuits et vous êtes là dans un endroit qui est considéré aussi comme légitime pour les gens qui ont vraiment une bonne connaissance du web et du digital. Ça va faire la différence entre les liens obtenus avec des annonces et les liens dits naturels. Donc, le gain pour vous se trouve là, c'est-à-dire que sur le moyen et long terme, vous pourrez vous positionner, être visible et avoir un trafic qui vous parvient gratuitement sur la durée. Donc, c'est un réel plus. Ces deux outils, donc ces deux stratégies SEA et SEO se complètent au final. Donc, il n'est pas question enfin, nous, c'est ce qu'on recommande, du moins, il n'est pas question de vraiment choisir une plutôt que l'autre. Au contraire, il faut toutes les exploiter. Et si vous gérez ça bien, vous serez visible un petit peu partout, ce qui est le but. Si au final, vous avez très bien fait les choses en SEA, vous avez un lien qui est disponible dans le cadre jaune. Et si vous avez fait vraiment bien les choses en SEO, vous êtes également visible sur le cadre bleu. Donc, ce qui veut dire que vous multipliez les liens qui peuvent amener à votre site. Et tout ça, c'est très, très positif. Voilà. Ensuite, tout ce qui est Google Images, YouTube, tout ça, on en parlera. C'est lié surtout aux images et aux vidéos, mais c'est aussi intéressant et d'autres possibilités d'acquérir du trafic et des clics. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est important d'un point de vue technique sur votre site Internet. Donc, si actuellement, vous avez un site qui est actif, qui tourne, c'est bien, vous allez pouvoir identifier les points les uns après les autres et voir si vous avez bien fait les choses. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez essayer de corriger. Chaque correction vous donnera un petit gain en termes de positionnement SEO. Et si vous n'avez pas encore fait de site, vous êtes encore dans la réflexion, parce que si je ne me trompe pas, à La Ruche, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train vraiment de créer un projet et donc peut-être de mettre en place leur premier site Internet ou peut-être que vous envisagez une refonte dans pas longtemps. Bon, si vous êtes plus dans une logique de rassembler les informations pour ensuite créer, ça aussi, ce sera très pratique d'avoir vu tous ces points-là avec nous parce que ça vous évitera de faire des erreurs et vous aurez optimisé les chances de commencer du bon pied. Donc, quel que soit le scénario, vous avez des choses intéressantes à en tirer. On va parler de certains points techniques qu'il faut gérer, mais aussi de tout ce qui est lié à l'expérience de l'utilisateur sur votre site. On va voir que Google y est très attentif. Et si vous satisfaisez l'utilisateur, vous allez aussi satisfaire Google d'une certaine manière. Donc, c'est une sorte de cercle virtueux. Premier point, la base de la base. C'est lié au nom de domaine. Alors, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qu'il me faut choisir? Qu'est-ce que je mets comme nom? Est-ce que je prends .com, .fr, .org, etc. Donc, ça, c'est la base de la base. Qu'est-ce qui va jouer sur ce facteur?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une extension de pays, immédiatement, on envoie des informations au moteur de recherche comme quoi on est présent dans le pays en question. Donc, si je choisis un nom de domaine en .fr, immédiatement, mon activité va être identifiée comme en France. Le site va être plus facilement considéré comme site français qui s'adresse à un public français. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Si on envisage par contre une activité plus internationale, il faudra peut-être partir sur du .com, tout simplement. Voilà. Si on envisage de créer une activité qui est associative, il va falloir davantage choisir un .org d'organisation. Donc, c'est ce point, il ne faut pas le zapper, il faut correctement le choisir parce que ça peut avoir des conséquences immédiates sur l'interprétation de vos informations par les moteurs de recherche et également par les utilisateurs. Donc, bien évidemment, vous allez passer par cette étape. Vient ensuite la construction de votre domaine. Alors, ici, vous avez plusieurs éléments techniques qui sont très importants. On vient de parler de l'extension qui s'appelle également TLD. Si jamais vous cherchez des informations sur Internet, c'est en tapant ces 3 lettres que vous aurez vraiment le plus d'informations et de conseils. Vous avez le nom de domaine. Alors ici, on recommande en général de mettre votre marque, si vous en avez une. Si votre marque contient des mots-clés qui sont intéressants, ben, c'est encore mieux, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Il ne faut pas partir, par exemple, si j'ai une ONG, si je suis l'ONG, par exemple Emmaüs, eh bien, mon nom de domaine va immédiatement être Emmaüs, emmaüs.org, par exemple. Il ne faut pas que je cherche à mettre, par exemple, association pour les sans-abri.org. Je ne vais pas essayer de forcer le fait de mettre des mots-clés dans le nom de domaine. Ce n'est vraiment pas l'endroit. Donc, en général, considérez le fait de mettre votre marque à cet endroit-là. Et puis ensuite, vous avez le sous-domaine. Alors, très souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut mettre les 3 W? Est-ce qu'il ne faut pas les mettre? C'est 2 options tout à fait fiables. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez envisager les 2 scénarios. Attention, si vous envisagez de mettre à cet endroit-là les éléments qui vont permettre de déterminer les langues. Je vais traiter ce point bien à part. La gestion de sites multilingues, c'est très compliqué d'un point de vue technique. Ça va être traité juste après. Mais voilà, si vous pensiez mettre à cet endroit-là FR pour votre site en français, ESP pour votre site en espagnol, ANG pour votre site en anglais, bon, ben, sachez que c'est une très mauvaise idée. Pardon. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Mais avec les sous-domaines, on peut faire des choses sympas, comme des accès, par exemple, un peu cachés pour vos partenaires si vous en avez, pour des ambassadeurs, si vous êtes une ONG, que vous avez des ambassadeurs et que vous voulez donner un accès à votre intranet pour aller chercher des infos et tout, ça peut être très intéressant d'avoir mis en place un sous-domaine. Par contre, ça sera quelque chose de totalement détaché de votre site web principal. Ça sera considéré comme un deuxième site Internet. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ça sera beaucoup moins visible. Et puis enfin, le préfixe qu'on appelle aussi le protocole. Alors ici, vous avez un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Le HTTP, c'est fini, ça n'existe plus. Et si vous en avez, c'est grave parce que ça veut dire que votre site entier n'est plus sécurisé. Maintenant, on fonctionne tous en HTTPS, S de sécurisé. Donc, ça permet de chiffrer les données, ça permet de rendre Internet beaucoup plus sécurisé. C'est très important pour les utilisateurs, pour les vols de données personnelles, bancaires, etc. Donc, les moteurs de recherche, dont Google, encore une fois, y accordent de l'importance. Et si vous avez un site bien sécurisé, non dangereux pour les utilisateurs, ben, vous allez gagner aussi des points auprès du moteur de recherche. Pour rappel, à chaque fois que je dis de gagner des points, ben, ça veut dire que c'est un élément, plus un élément, plus un élément qui va faire que petit à petit, votre site va devenir meilleur que les autres et donc que vous allez gagner des places. Voilà, en SEO, plus de 200 critères sont évalués. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de tout synthétiser en 4 grands piliers. Mais parmi ces 200 critères, il y a le choix du nom de domaine, l'extension du nom de domaine, la sécurisation de votre site, etc. Tout joue. Donc, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, vous allez m'entendre dire vous allez marquer des points avec cet élément-là. Voilà. Et ici, on retrouve un visuel très intéressant où on voit que les TLD, donc
les extensions de nom de domaine, les .fr, .uk, .de, sont relatifs à des pays. Donc, on le voit bien sur la carte. Donc, évitez, et ça, je l'ai vu un paquet de fois, et ça rend fou. Certaines agences de communication ou de créativité, enfin, appelez-les comme vous voulez, pensent que c'est sympa d'utiliser ces éléments pour faire des jeux de mots, des combinaisons ou des combinaisons avec la marque. Faites très, très attention à ça. Parce que, par exemple, je ne sais pas si votre marque s'appelle Let's Do It, je crois que c'était le slogan de Nike. Si vous pensez que c'est une bonne idée de mettre un nom de domaine let's do.it parce que ça fait joli et puis ça fait un enchaînement amusant dans le moteur de recherche, ben, sachez que vous avez tout simplement géolocalisé votre site en Italie. Donc, c'est le genre d'erreur à ne pas commettre. Il faut le savoir. Ça a vraiment une efficacité certaine et des informations importantes données au moteur de recherche. Donc, vous ne plantez pas par rapport à ça et choisissez bien où vous voulez être et sur quelle zone géographique vous voulez vous positionner si vous choisissez une extension de domaine relative à un pays. Sinon, il vous faut en prendre une autre qui sera davantage neutre. Alors, comme toute règle, il y a des exceptions et celle-là a été très amusante, donc je me suis dit que j'allais la rajouter pour vous la raconter. Au fin fond de l'océan Pacifique, il y a des îles, les îles Tuvalu, je ne sais pas si vous connaissez, un tout petit archipel au large de l'Australie. C'est un archipel d'îles qui a une superficie totale de 26 mètres carrés, 26 kilomètres carrés, pardon, si je ne me trompe pas. Il y a 11 000 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces îles? Ils ont eu l'énorme chance d'avoir comme nom de domaine, comme extension de nom de domaine donné, le fameux .tv. Alors, ce .tv, il a intéressé énormément de chaînes de télévision, de médias dans le monde, etc., qui se sont rués sur l'achat de cette extension de nom de domaine, à tel point que le gouvernement des îles Tuvalu, donc qui sont des îles très pauvres au final, a décidé de léguer cette gestion à VeriSign, une très grosse structure, et ça leur rapporte plus de 2 millions de dollars de recettes par an. Donc, c'est absolument fou comme histoire. Et cette île qui est en train de sortir petit à petit de la pauvreté, et c'est Internet qui leur a donné cette chance-là. Donc, je vous conseille de lire la page Wikipédia des îles Tuvalu. C'est absolument incroyable ce qui leur est arrivé. Et ça a été très bien géré, mais c'est un cas exceptionnel, il faut le rappeler. Voilà. Je reviens ensuite sur les possibilités, si vous avez un site multilingue, de gérer vos langues, parce que c'est un point aussi important. Et si on se trompe à cette étape-là, c'est hyper dur de rectifier le tir. Donc, je vous transmets l'information, même si ce n'est pas une de vos préoccupations actuelles, ça peut le devenir. Vous avez, par exemple, la possibilité donc de gérer vos langues grâce à l'extension de domaine. Ceci dit, vous aurez par contre, par exemple, dans ce cas de figure, le français qui sera automatiquement identifié à la France, l'italien à l'Italie, etc., l'espagnol à l'Espagne. Par contre, quand on voudra faire une version pour l'espagnol d'Argentine, il faudra utiliser le .ar. Donc, c'est une possibilité de gérer ces langues. Par contre, ça va un petit peu rendre complexe la gestion de tous ces sites. Parce que derrière chaque nom de domaine, vous allez avoir un site différent. Donc, ça peut être très complexe d'un point de vue technique. Et puis, on l'a vu aussi, par exemple, dans le cas ici de l'espagnol, mais on peut aussi le voir en français. Si vous voulez que votre site soit quand même disponible pour les Québécois qui parlent le français, ou certains pays d'Afrique qui parlent le français, la Belgique ou la Suisse, etc., c'est peut-être pas judicieux de mettre tout son contenu FR sur une extension .fr parce que on va un petit peu exclure tous ces publics issus de la francophonie. Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure configuration, mais c'est une possibilité. Je vous dirai ensuite quelle est celle qui est à vraiment privilégier. Mais ça, c'est une configuration possible. La deuxième est d'utiliser donc des sous-domaines. On va avoir donc la langue qui sera déterminée en fonction de ce que l'on met à la place des 3 W. Donc, ça aussi, c'est une autre configuration possible.
le problème que l'on a, alors l'avantage, c'est que là, du coup, on n'est plus associé géographiquement à un pays spécifique, donc c'est un point positif. Par contre, en sous-domaine, ben, on est en train de donner comme information à Google que ce sont des sites complètement différents. Donc ici, vous avez sous les yeux non pas un site très complet qui a plusieurs langues, mais en fait plusieurs sites où chacun a sa langue. Donc, vous êtes en train de un peu diluer votre notoriété. En général, il est conseillé de faire un seul site et de le faire grossir, puis grossir, puis grossir, plutôt que d'en avoir une multitude et qu'aucun d'entre eux ne soit correctement visible. Donc, c'est ce que peut provoquer ce genre de configuration aussi. Donc, c'est à interdire, on va dire. Moi, j'ai souvent étudié des cas de structures qui avaient certaines versions du site, par exemple françaises et espagnoles, qui marchaient très bien, mais d'autres qui étaient complètement invisibles. Et c'est très dur de rectifier le tir par langue, alors que si on a tout sous le même site, sous la même enseigne, sur le même nom de domaine, eh bien, on a très rarement ce problème-là, puisque si le site est important, il est important partout, sur toutes les langues en même temps. Donc voilà. Et enfin, la troisième configuration, qui est celle que je conseille et de très loin, c'est la gestion des langues par répertoire. C'est-à-dire que vous avez un seul site et vous allez avoir un répertoire qui va permettre d'ouvrir le site dans la langue concernée. Donc, ça permet de réunir tous les efforts sous un seul et même nom de domaine. Et donc, ça va vous permettre de vraiment grossir avec de meilleurs effets en termes de visibilité et de prise en compte par les moteurs de recherche. Voilà. Donc, ensuite, donc on a terminé un petit peu l'histoire du choix du nom de domaine qui était long, mais très, très important selon moi, parce que si on part mal dès le début, ben, c'est très dur à rectifier comme erreur. Donc voilà, c'était important pour moi de traiter ce point-là. Vient ensuite le fait de réussir à être proche de ses utilisateurs d'un point de vue technique. Alors, je m'explique, on a parlé du cas de la France. Si vous êtes en France et que tous vos utilisateurs sont en France, ça devrait bien se passer, ce côté-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir consulter votre site Internet, par exemple, et qui se trouve à Toulouse, voilà, vous aurez trouvé d'où vient mon splendide accent du Sud. Si quelqu'un se connecte depuis Toulouse sur votre site Internet qui a ses serveurs à Paris, eh bien, sa demande de consulter votre site va partir de Toulouse, va aller jusqu'à Paris. Les fichiers de votre site Internet vont partir de Paris et aller sur son téléphone portable, par exemple, pour commencer à s'afficher. Donc, en fait, la donnée a circulé sur une distance courte et elle a probablement circulé à vitesse rapide. Donc, ce n'est pas un problème. Tant que ça reste au niveau national, tout se passe bien. Maintenant, si on reproduit ce schéma avec quelqu'un qui est à New York, par exemple, un Français qui est à New York et qui s'apprête à visiter votre site, ben là, ce n'est pas la même chose puisqu'il va se connecter depuis New York. Les données vont passer d'ailleurs par des câbles sous-marins jusqu'au continent européen. Et une fois arrivé à Paris, la sollicitude de consulter votre site va se mettre en place et les données vont faire marche arrière, c'est-à-dire les données de votre site Internet vont partir en direction de New York pour s'afficher sur son terminal. Bref, les distances sont plus longues, les temps de chargement vont être plus longs, donc ça peut être problématique. On va le voir, mais le temps d'affichage, le temps de chargement, le temps d'interaction est très, très important pour un site Internet parce que plus ça va et plus les utilisateurs, c'est-à-dire nous, sommes impatients et ne tolérons plus le fait de devoir attendre plus de 3 secondes. Je crois que c'est 3 à 4 secondes le temps critique. Donc, si votre site n'est pas affiché dans ce temps imparti, ben, il est fort probable que la personne abandonne la navigation, parte sur un autre site, etc. Donc, il n'aura même pas eu le temps de voir votre page d'accueil ou les premières informations de la page qui s'apprêtait à consulter chez vous. Donc, c'est problématique. Et pour résoudre ce problème-là, ben, il est possible de passer par ce que l'on appelle des CDN. Donc, le CDN, en fait, c'est un fonctionnement, ça s'appelle Content Delivery Network. Ça fonctionne un petit peu comme un Dropbox.
C'est-à-dire que plutôt que de laisser vos données à Paris, vous allez vous allez les rendre disponibles sur différents continents. Vous allez pouvoir mettre une copie donc, en Amérique du Nord, une autre copie en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique, etc. Et vos visiteurs iront chercher les informations, sans qu'ils s'en rendent compte, bien sûr, au disque dur le plus proche de l'endroit où ils sont. Donc, vous allez accélérer énormément l'affichage, ce qui est très, très important. Ce sont des solutions gratuites, donc pensez-y. C'est un point très efficace. Ensuite, un autre facteur technique important quand on développe un site, c'est la manière dont celui-ci a été développé. Il faut savoir que tous les programmateurs, développeurs ne se valent pas forcément. Certains développent incroyablement bien, d'autres un peu moins et peuvent donc générer du code inutile ou lent ou qui puisse mettre un certain temps à réagir, etc. Donc, en fait, c'est très important d'avoir un site bien codé. Ici, vous avez deux exemples d'une même fonction. Alors, je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais disons que c'est l'affichage d'un bouton. Mais vous avez un codage à gauche qui a été mal fait et un codage à droite qui, lui, va être très, très efficace. Il est beaucoup plus court. Il y a tous les scénarios possibles et il s'exécute plus vite. Donc, ce genre de code-là va rendre aussi un site plus rapide, plus efficace qu'un code mal fait. Alors, en tant que propriétaire de site, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous allez faire appel à un webmaster, le fait qu'il puisse avoir de la bouteille, de l'expérience, peut vous garantir ce genre de choses et donc du fait qu'il va utiliser du bon code. Si par contre vous passez par un webmaster débutant ou qui sort à peine de l'université, etc., faites attention parce que ça peut se ressentir ensuite au niveau des performances. Même chose si vous envisagez de partir sur un CMS tel que WordPress. On sait très bien que sur WordPress, les trois quarts du temps, on choisit un bon template pour lancer son site Internet et commencer à construire son site Internet. Eh bien, tout simplement, il y a des templates qui sont très, très bien développés par de très, très bons webmasters ou agences qui sont vendus par dizaines de milliers de licences partout dans le monde. Et donc, on sait que derrière ce template, il y a un code très clean. Et vous avez à côté d'autres templates qui peuvent être premier prix, pas cher, très peu vendus, ou alors avec, euh, des agences qui ne sont pas du tout reconnues ou qui ne sont pas du tout bien notées. Donc, on peut se retrouver au final avec un template un peu bancal ou avec un mauvais code derrière. Donc, tout ça pour vous dire que la manière dont ça a été développé aussi vous permet de gagner des points ou pas au niveau des moteurs de recherche et du temps de réaction de vos sites Internet. Ici, on a aussi trouvé, alors c'était des stats très, très intéressantes que je me suis dit que j'allais rajouter au niveau des slides. Ici, on voit la baisse du taux de conversion en fonction du temps de chargement de la page. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une conversion, en fait, c'est l'objectif ultime de votre site Internet, c'est-à-dire la mission que celui-ci confie, enfin, que celui a pour vous, représente des conversions. Je m'explique. Si vous avez un site et que vous voulez réaliser des ventes via ce site, eh bien, réaliser une vente sera pour vous une conversion. Voilà. Si par contre, vous avez un site qui a pour but de capter des emails parce que vous publiez des newsletters, capter des emails représentera pour vous une action de conversion, etc. Prendre contact avec vous, remplir un formulaire, tout ça, ce sont des conversions possibles. Et ici, on voit tout simplement que plus le site est lent, et donc plus le temps de chargement est long, et plus les chances de convertir baissent. Elles sont même catastrophiques au-delà de 3,3 secondes parce que on n'arrive plus du tout à convertir et donc notre site ne remplit plus sa fonction principale. Donc, ça peut être très, très dangereux pour une activité, quelle qu'elle soit. Voilà. Ici, un autre graphique aussi de notre site qui, lui, confirme à 100% qu'au-delà de 1,6 secondes de temps de chargement, eh bien, la conversion chute drastiquement. Donc, ça peut être catastrophique pour des sites e-commerce.
surtout. Voilà, qui dépendent principalement de leur vente en ligne. Si vous avez un site qui est là pour faire de la représentation, c'est moins grave, ça l'est quand même. Mais si par contre, votre site est à vocation e-commerce et que votre activité en dépend, regardez ce qui se passe au-delà de 1 seconde, 6, les ventes chutent énormément. Voilà. Ensuite, d'un point de vue technique, il est très, très important d'avoir des informations sur votre site qui puissent être scannées par Google, qui puissent être prises en compte, enfin, comprises et prises en compte, pardon, j'ai oublié, par les Google Bots qu'on appelle. Alors ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Google, pour vous référencer, a besoin de comprendre votre site Internet, c'est-à-dire sur quelle thématique vous vous placez, quel est le genre d'informations que vous publiez, quelles sont les différentes sections de votre site Internet, etc. Google a besoin de comprendre tout ça pour savoir ensuite à quels endroits il décide de vous faire apparaître et à quels endroits il décide de ne pas vous faire apparaître. Voilà, sur quelle requête vous allez être là et sur quelle requête vous n'allez pas être là. Donc, pour que ce travail soit bien fait, il faut s'assurer qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues dans ces petits robots qui viennent scanner les pages de votre site Internet. Donc, si dans votre site Internet, vous avez des éléments qui sont par exemple en JavaScript, JavaScript est un code fermé. Ça veut dire qu'au moment de vouloir scanner ces informations-là, ça ne va pas être possible. Et donc, le robot de Google va tout simplement passer aux informations suivantes. Et si vous aviez des informations intéressantes, si par exemple, vous avez fait un énorme slider tel qu'on les voit là sur les pages d'accueil de nombreux sites, un énorme slider avec de superbes photos, avec des textes qui permettent d'envoyer les gens dans les différentes catégories de votre site, etc. Mais que tout ça a été fait en JavaScript, eh bien, sachez que c'est comme ne rien avoir du tout. Le robot ne va pas le détecter et vous n'allez donc pas pouvoir transmettre ces informations intéressantes au moteur de recherche. Donc, c'est des points en moins pour vous et votre visibilité. Même chose si vous utilisez des éléments en Flash ou si vous utilisez la technologie Ajax. Alors, la technologie Ajax permet par exemple de rendre un site très, très dynamique, comme par exemple quand on a un annuaire en ligne ou différentes fiches qui apparaissent en fonction de ce qu'on met en place dans le moteur de recherche interne, etc. Bon, mais ces technologies sont très pratiques parce qu'elles sont très dynamiques et permettent de gérer énormément de contenu sur un site Internet. Par contre, elles sont complètement opaques, c'est-à-dire que les robots scanners de Google, de Bing, etc., ne pourront pas les consulter. Donc, c'est comme avoir une centaine, voire des milliers de pages vides. Bien évidemment, le résultat sera problématique. Voilà. Attention aussi aux fichiers PDF. Le PDF n'est pas, même si vous en avez sur votre site, des fichiers PDF en téléchargement, etc., ce n'est pas un fichier, enfin, c'est pas un format de fichier adapté au web. Tout ce qui est adapté au web, en général, c'est du .html, .php. Les fichiers PDF, c'est surtout pour circuler par mail, pour s'échanger entre utilisateurs, etc. Donc, ce n'est pas un format adapté au web, même si Google référence certains fichiers PDF, c'est loin d'être fiable et efficace. Donc, si vous avez des informations très importantes contenues dans des PDF que vous mettez un peu partout sur votre site Internet, essayez de faire un copier-coller de ces informations pour qu'elles soient en HTML également sur votre site et donc beaucoup plus visibles et prises en compte par les moteurs de recherche. Voilà. Autre aspect technique important, le fait de pouvoir s'adapter aux différents supports, que l'on ait un mobile, une tablette ou un PC fixe ou de bureau. Il y a un réel challenge technique ici, puisqu'on doit choisir soit un site responsive, soit un site adaptatif. Alors, c'est complètement différent, les gens ne le savent pas. Mais responsive, en fait, c'est un site qui va tout simplement réagir comme un élastique en fonction de la taille d'écran qu'on a, de la résolution d'écran qu'on a. Donc, c'est bien, ça permet de s'adapter à tous les supports, mais ce n'est pas aussi idéal et parfait que peut l'être un site adaptatif, puisque un site adaptatif, en fait, c'est un site qui existe en 3 versions complètement différentes.
une version mobile, une version tablette, une version PC fixe. Donc là, en fonction du support que vous avez, ben, vous avez la bonne version du site qui se met en place. C'est idéal en termes de navigation, d'interaction avec le site et tout. Par contre, c'est beaucoup plus cher à développer, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. On l'utilise sans s'en rendre compte hein, sur des sites très, très importants comme Amazon, la Fnac, etc. Mais si vous êtes une petite structure, ça vaut pas le coup. Mais c'est très intéressant de savoir quand même que ces différents supports existent. Bien évidemment, ce que préfèrent les moteurs de recherche, c'est l'adaptatif. Mais le responsif permet quand même de faire très bien le boulot à condition que ce soit bien fait. Vous verrez que si votre site s'adapte mal sur tablette et téléphone portable, vous allez recevoir des alertes de la part de Google Search Console qui vous dira attention, ces deux boutons sont beaucoup trop près. Du coup, c'est difficile pour les gens de cliquer. Vous savez, sur les tablettes ou sur les téléphones portables, on n'utilise pas un curseur, on n'utilise pas une souris. Le curseur a l'avantage d'être très précis. Par contre, sur ces supports-là, on utilise les doigts. Donc, c'est beaucoup plus large, un index. Donc, le fait de tapoter sur un écran, si les éléments sont trop proches, ça peut être l'enfer. On peut se planter au niveau des clics que l'on fait et tout. Donc, Google est attentif à ça et vous devez faire de même en tant que propriétaire de site. Voilà. Hop, je continue d'avancer. Je vérifie le timing en même temps pour être sûr d'être dans les temps. C'est bon, on avance bien. Toujours d'un point de vue technique, si vous utilisez, ici vous avez un exemple de WordPress, mais si vous utilisez Drupal ou d'autres solutions, c'est pareil. Et si vous avez des plugins, vérifiez toujours, mais vraiment toujours, d'avoir tous vos éléments à jour. C'est-à-dire que si vous avez par exemple WordPress, faites attention de bien avoir la dernière version de WordPress tout le temps. Sinon, vous avez des failles de sécurité. Sinon, vous pouvez être victime d'un hack ou de virus très facilement. Donc, gardez toujours votre WordPress à jour. Et si vous avez des plugins, ici on le voit à l'écran, il y en a plusieurs. Tous ces plugins-là ont besoin d'être actualisés. Actualisez-les. Pourquoi? Parce que chaque plugin non actualisé est une porte d'entrée possible pour un hacker, pour un virus ou autre. Donc, faites très attention à ça. Certaines agences ou personnes qui ont développé un site pour vous vont vous dire ne les actualisez pas parce que sinon ça risque de casser le design, ça risque de provoquer des problèmes. Donc, moi, je vous livre le site internet, il fonctionne, laissez-le comme ça et vous avez la garantie que ça va fonctionner normalement. Mais je dis attention, 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 il faut absolument garder votre site à jour. Vos plugins aussi. Donc, si vous avez un problème de design qui apparaît, ben, il vous faut être en mesure de pouvoir rappeler votre webmaster ou votre designer pour qu'il effectue les corrections en conséquence. Mais dans tous les cas, il vous faut laisser tout cela à jour pour la sécurité de votre site, pour la sécurité de vos données, pour la sécurité de vos utilisateurs et aussi pour envoyer de bons signaux à Google et aux autres moteurs de recherche quant au fait que votre site est secure. Donc, voilà, cet élément aussi permet de gagner des points et ça vous évitera bien des déboires aussi. Si vous n'avez jamais été hacké, ben, je ne vous le souhaite pas. Ça peut être vraiment un calvaire de faire marche arrière et récupérer tout ce qui a été perdu. Donc voilà, le meilleur moyen de ne pas avoir de problème, c'est de rester à jour. On le voit aussi ici, lorsque l'on a un site donc, qui est sécurisé et qui a le protocole HTTPS, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans le webinaire, on voit que les navigateurs, la plupart des navigateurs affichent un cadenas vert en haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, vous ferez attention la prochaine fois. Et si par contre votre site est en HTTP, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le pas de passer à l'HTTPS, eh bien, vous obtiendrez un panneau « site non sécurisé » ou autre. Donc, ben, c'est une alerte. C'est vraiment pas sympa pour les utilisateurs qui peuvent être inquiets. Moi, j'ai une très, très bonne connaissance du digital, donc il n'y a aucun problème. Si je suis sur ce genre de site, ben, je vais pouvoir y naviguer quand même. Je vais pouvoir aussi enlever le message de Google qui me dit « Attention, ce site n'est pas sécurisé. Est-ce que vous savez ce que vous faites ?» etc.
je vais me mettre oui, je vais avancer et je vais quand même consulter le site. Mais bon nombre de personnes n'iront pas jusque-là. N'iront pas jusque-là parce qu'ils ont peur et dans le doute, ils vont s'abstenir, ils vont partir. Donc, si vous avez un site en HTTP, c'est très problématique. Vous êtes pénalisé par les moteurs de recherche et plus ça va aller et plus ça va être critique ce sujet. Donc, faites l'effort de passer en HTTPS en prenant ce que l'on appelle un certificat SSL. Vous pouvez mettre ça en place en fait très facilement. On pense que c'est compliqué, mais pas du tout. Faites appel à un bon webmaster ou entrez en contact directement avec votre hosting et vous pourrez passer votre site en HTTPS. Autre point important, on le verra plus tard, mais si par exemple vous êtes en partenariat avec un autre site et que votre site est en HTTP, ce partenaire risque de ne pas vouloir mettre de lien qui pointe vers vous parce que votre site n'est pas sécurisé. Et s'il le fait, s'il met un lien vers vous, il va créer des failles chez lui. Donc, il faut le savoir. Ça peut aussi vous pénaliser au niveau du netlinking, au niveau de la mise en place d'échanges de liens avec d'autres sites sur Internet. Donc, voilà, passez en HTTPS si vous ne l'avez pas fait. Autre point technique aussi important sur votre site qui peut soit envoyer des bons signaux, soit des mauvais signaux à Google, c'est la gestion des pages 404. Alors, les pages 404, c'est quoi? C'est quand vous essayez de naviguer sur une page web qui n'existe plus. En général, vous tombez sur une erreur 404. Donc, si le site l'a bien configuré, normalement, vous avez une page un peu personnalisée, telle qu'on le voit ici sur la diapositive. Là, je trouve d'ailleurs que c'est très sympa. C'est un site qui parle de dégustation de vin. Et pour la page 404 qui représente une erreur, il y a une image de quelqu'un qui s'est taché avec le vin, avec le verre de vin. Donc, je trouve que le clin d'œil est sympa. Il y a une communication qui est faite d'ailleurs au niveau du branding du site, au niveau de la marque. Donc, c'est un mélange de connaissances très, très intéressantes. Et donc, je suis arrivé sur une page qui n'existe plus et ce site a, entre guillemets, l'intelligence de me montrer un chemin qui va me permettre de retourner à la page d'accueil ou d'aller dans une autre section du site pour continuer ma visite. Voilà, si cette page n'existe pas, en général, on a une page par défaut du moteur de recherche qui est horrible. On fait marche arrière, on s'en va et on continue sa visite ailleurs. Donc, si vous avez une page 404 qui existe, c'est génial. Ça vous permettra de ne pas perdre les visiteurs qui atterrit dans votre page des pas perdus. Et si vous n'en avez pas, pensez à en mettre une parce que, mine de rien, votre contenu va évoluer, vous allez créer de nouvelles choses, vous allez en supprimer les anciennes. Donc, ça sera très probable que tôt ou tard, on tombe sur une page 404. Donc, autant prévoir ce genre de scénario. OK. Les pages 404 aussi, si vous en avez, vous pouvez les détecter via, alors si je ne me trompe pas, c'est Google Search Console qui vous les donne. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels différents comme Screaming Frog ou autre. Si vous arrivez à les trouver et les identifier, ce qu'il faut mettre en place, ce sont des redirections. C'est-à-dire, plutôt que de montrer cette page-là, il est encore mieux de tout simplement rediriger la personne vers une page qui va fonctionner. Voilà. Donc, vous pouvez les détecter et les corriger en mettant en place des redirections 301. C'est un terme technique qui fait peur, mais en fait, c'est rien de plus qu'une sorte de règle de déménagement, c'est-à-dire le contenu à déménager. Et au lieu d'ouvrir cette page-là, je vais aller directement sur la nouvelle. Donc, en fait, l'utilisateur ne se rendra même pas compte qu'il y a eu une erreur 404. C'est encore mieux. Si vous voulez gérer ces erreurs, vous allez envoyer des signaux positifs à Google aussi, comme quoi votre site est maintenu. Il y a une maintenance qui est faite, il est mis à jour. Vous prenez le soin de corriger les erreurs qui ne vont pas, etc. Donc, tout ça donne des points positifs à votre site. Voilà. Et il est également possible de faire des redirections d'URL. Donc, si par exemple, avant, vous aviez énormément de contenu qui était dans un dossier qui s'appelait archive et qu'on voyait dans l'URL /archive/ si ça n'existe plus, vous pouvez mettre un plan de redirection massif
pour que toutes les URL qui incluaient le mot archive soient redirigées vers une autre section du site. Donc, voilà, c'est une autre possibilité de gérer ça, mais faites-le, c'est très, très important. Voilà. Pour rappel, Google vous donne 2 principales plateformes qui sont impérativement à activer et à mettre en place pour votre site. Google Analytics et Google Search Console. Je crois que c'est sur cette information-là qu'on va clôturer le premier pilier qui est relatif aux aspects techniques du site. Quel est leur objectif? Eh bien, Google Analytics c'est gratuit, les deux sont gratuits. Google Analytics, c'est un logiciel qui va vous permettre de savoir tout ce qui se passe sur votre site Internet. C'est-à-dire combien de visiteurs sont venus, combien de pages ont été visitées, combien de temps ils sont restés, etc., etc., etc. Donc, Google Analytics, c'est un outil de mesure de marketing qui vous permet de savoir comment votre site Internet est utilisé. Pour moi, j'aime beaucoup faire l'analogie. Si vous aviez une boutique, par exemple, ben, ce serait le fait d'avoir une caméra dans votre boutique qui vous permet de voir comment les gens rentrent, naviguent dans les différents rayons, quel type de produits ils prennent dans les mains et ils reposent dans le rayon avant d'en choisir un autre, etc. Donc, Google Analytics, c'est sa fonction. Activez-le si vous ne l'avez pas, avec un bandeau RGPD, attention, mais activez-le. Vous avez Universal Analytics et GA4. Les deux cohabitent en ce moment parce qu'il y a une grosse mise à jour qui est en train d'être faite. Mais bientôt, on ne pourra utiliser que GA4. Donc, voilà, installez GA4. Et ensuite, donc Google Search Console, c'est une plateforme différente qui est aussi très, très importante. C'est un moyen de communiquer entre vous, propriétaire de site, et Google, le moteur de recherche. Donc, en gros, sur cet outil-là, vous allez pouvoir donner, par exemple, un fichier à Google qui s'appelle le sitemap.xml, qui va être un listing de toutes vos pages. Et ça va vous permettre de vous assurer que toutes les pages de votre site vont bien être scannées à un moment donné par les robots de Google. Donc, c'est une sorte de plateforme technique qui vous permet de faire l'essentiel des choses que vous avez à faire avec le moteur de recherche. Voilà. Le fichier robot aussi peut être communiqué par ce biais. Le fichier robot, c'est un fichier qui permet de dire « Je veux bien que cette section-là du site soit référencée et apparaisse sur Google. Par contre, celle-là, par exemple, les mentions légales, ce sont des pages à très faible valeur ajoutée, donc autant ne pas les faire apparaître sur Google. Si l'utilisateur est sur mon site, il pourra cliquer et les consulter, mais je n'ai pas un souhait de que ça soit indexé. Donc, autant le bloquer. Donc, voilà, ce genre de manipulation peut être faite via Search Console. Et également, Search Console va vous envoyer des alertes lorsque certaines pages, justement, tombent en erreur 404 ou si vous avez des problèmes de navigation sur mobile avec des boutons pour approcher ou si vous avez des pages qui présentent des failles de sécurité, etc. Donc, vous voyez, les sujets reviennent tous petit à petit et ça se recroise. Mais ces deux éléments sont fondamentaux. Il vous faut les avoir activés et, si possible, réussir à les maîtriser. Mais c'est loin d'être évident, par contre. Voilà, il faut le savoir. Ce sont des usines à gaz, les deux. Voilà, je continue d'avancer. Ici, vous avez un visuel très, très intéressant sur les différentes mises à jour que Google a faites pour son algorithme. Donc, il faut en tenir compte. Les expériences SEO les suivent en permanence, mais ce genre de mise à jour de l'algorithme peuvent avoir des effets bénéfiques ou pénalisants pour votre site Internet, surtout si vous faites mal les choses. Donc ici, vous avez les 7 dernières qui ont été appliquées. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez prendre le nom et regarder un peu plus en détail ensuite sur Wikipédia ou sur les sites spécialisés. Mais grosso modo, Panda, ça a été une optimisation de Google qui est allée pénaliser les sites Internet qui abusaient de certains mots-clés, qui étaient répétés beaucoup trop souvent. Donc voilà, c'est une mise à jour qui a visé les sites qui essayaient de manipuler un peu trop le moteur de recherche. Penguin, ça a été un autre filtre qui, lui,
à pénaliser les gens qui faisaient très mal l'échange de liens, c'est-à-dire le netlinking. Donc voilà, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, Google évolue, Google s'améliore, il y a des mises à jour régulières. Donc il faut les suivre et surtout essayer de bien faire les choses, qu'elles soient naturelles et ça devrait fonctionner. Il ne faut pas suroptimiser. C'est surtout ça le conseil qu'on donne à un SEO. Il ne faut pas suroptimiser un site parce que tôt ou tard, on pourrait être dans le viseur d'une de ces mises à jour si on abuse un peu trop des connaissances SEO. Voilà, je continue d'avancer. Je vous rappelle, on arrive à la fin du premier pilier. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si des points n'ont pas été 100% clairs pour vous, mettez le message dans le chat. Mégane va le gérer, va le noter. Et puis en fin de webinaire, je reviendrai dessus avec grand plaisir. Voilà. Continue d'avancer. Nous allons attaquer le pilier 2, qui est pour moi le pilier le plus complexe de tous, mais aussi un des plus intéressants. Donc, c'est celui des mots-clés et du contenu. Alors, les mots-clés sont du contenu. Mais quand on utilise le mot contenu, en fait, contenu d'un site Internet, on se rend compte que ça peut être principalement du texte, des images, des vidéos, bon, éventuellement du son, mais c'est très rare. Ça se faisait avant, mais ça ne se fait plus. Mais voilà, grosso modo, texte, images, vidéo, ça va être les 3 éléments qui vont vous permettre de construire une page ou plusieurs pages de votre site Internet. Donc, ce sont les 3 éléments qui peuvent être scannés et pris en compte par les moteurs de recherche. Et alors, pourquoi le texte est plus important que les 2 autres? Tout simplement parce que c'est l'élément le mieux compris par les robots, par les scanners de Google. C'est-à-dire c'est très facile de scanner des textes et de détecter quels sont les mots importants et d'en tenir compte. Alors que scanner des images, c'est un peu plus compliqué. Les robots sont des logiciels, en fait, qui parcourent le web. Donc, quand ils détectent des images, ils ont un petit peu de mal à déterminer ce que représente l'image. Donc, s'il y a un défi supplémentaire, ça commence à être corrigé, ça commence à être bien pris en compte par Google qui est très avancé. Mais ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire de belles phrases et de beaux textes auront beaucoup plus d'efficacité que de belles images, malheureusement, en SEO. Et les vidéos commencent aussi à avoir un intérêt certain, surtout pour les référencements sur YouTube. Maintenant, on a de plus en plus de robots qui arrivent à écouter les sons et donc rédiger des phrases et après étudier les textes qu'il y a dans les phrases. Donc, les vidéos ont un certain poids aussi, mais pour le moment, le texte, les mots-clés restent le contenu roi d'un site Internet. Alors, quand on part de ce constat-là, développer le contenu textuel de son site, il faut le faire. De toute manière, il n'y a pas photo. Il faut que toutes les pages de votre site aient un minimum de texte qui puisse être pris et considéré par les moteurs de recherche. Si vous avez un site qui est profondément visuel, c'est très problématique parce que les robots scanners n'arriveront pas à comprendre sur quelle thématique vous positionnez, les informations que vous traitez, etc. Donc pensez-y. Et si vous avez beaucoup de texte, il faut faire attention parce que il faut quand même avoir une stratégie derrière. Il ne faut pas écrire tout et n'importe quoi de manière désordonnée. Il faut bien faire les choses. Et si on fait bien les choses, normalement, le moteur de recherche va très bien comprendre quelle est notre thématique principale, les domaines sur lesquels on agit et les domaines sur lesquels on a des compétences et sur lesquels nos utilisateurs devraient nous solliciter. Voilà, c'est ça en gros l'enjeu. Faire en sorte que les moteurs de recherche comprennent notre site pour qu'ils puissent être montrés aux bonnes personnes. Et si tout se passe bien, ces bonnes personnes-là deviendront mes conversions ou mon public. Voilà. Si j'organise des événements, ça va se transformer en personnes qui viennent à l'événement. Si j'ai une boutique en ligne, ça va se transformer en vente, etc. etc. Voilà. Donc, pour
la stratégie du contenu et donc le choix des mots-clés, je vais vous expliquer de A à Z comment procéder pour bien faire les choses. Dans un premier temps, il faut bien partir d'une base de données générale. Donc, on va partir d'une page blanche et ce que l'on conseille, on le fait avec toutes les structures que l'on accompagne au sein de la réponse, mais on vous explique ici les étapes. Ce que l'on conseille d'entrée de jeu, c'est de mettre en place une base de données de mots-clés en vrac. C'est-à-dire qu'on va capter tout ce qu'on peut capter. Dans un premier temps, on fait une base de données. Donc, ça va être fait via un brainstorming en interne. Tout simplement, oui, quand je te parle de mon association, à quoi ça te fait penser? Puis la personne, elle donne des mots-clés, on les note, et puis on va demander à une autre personne, etc. Donc, on commence à avoir un premier volume de mots-clés intéressant via cette pratique-là. Ensuite, on peut passer en revue les emails que l'on échange avec nos potentiels clients, ambassadeurs, ambassadrices, partenaires, employés, etc. Et dans ces emails, il y a des mots-clés qui sont intéressants, donc il faut les collecter vraiment au fur et à mesure. Dans les conversations téléphoniques aussi, dans les réunions, nous, on conseille toujours, quand on fait cet exercice-là, qui est la première étape de notre accompagnement, on conseille toujours d'avoir un petit carnet et au fur et à mesure que la semaine se déroule, qu'on note dans ce petit carnet tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, etc. Et au fur et à mesure, on va avoir une base qui se met en place. Voilà, on peut analyser aussi le vocabulaire des intervenants que l'on a, les donateurs, les bénéficiaires, les personnes qui organisent des webinaires, etc. On peut aussi relire l'intégralité de notre site Internet. C'est quelque chose de tout simple à faire, mais qui est très efficace pour aller à la recherche de mots-clés qu'on aurait potentiellement oubliés. On peut relire les PDF, les brochures, tous les documents qu'on a en interne. On peut aussi observer d'autres sites qui sont sur le même secteur d'activité, sur la même thématique que vous, votre éventuelle concurrence. Si on est sur le secteur des ONG, des associations, on n'aime pas trop parler de concurrence. Mais s'il y a d'autres acteurs sur votre secteur, vous pouvez les analyser aussi et aller piocher des mots-clés là-bas. Alors, très souvent, ce qui vient à l'esprit quand je parle de ça, c'est que waouh, mais c'est un job sans fin. Combien je vais avoir à la fin de mots? 10 000, 20 000, 30 000? Eh bien non, on le sait d'expérience et c'est assez impressionnant. Mais même si vous avez une activité complexe, et ça peut être le cas si vous avez un e-commerce de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 références, on peut penser que c'est un travail sans fin, mais pas tant que ça. Il y a un moment où on arrive à tourner en rond. En général, c'est quand on arrive à 150, 200, 250 mots-clés. Là, on commence toujours à retomber un petit peu sur les mêmes choses. Donc, voilà, il y a une fin à ce travail-là, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une fois que ça a été fait, qu'on a donc cette base de mots-clés, ce que l'on préconise, c'est de commencer à hiérarchiser par ordre d'importance. Donc, on va commencer à détecter les mots-clés qui sont les plus importants. On peut aussi les organiser par thématique. Par exemple, si vous avez trouvé le mot association qui vous définit bien, vous allez pouvoir le mettre dans un groupe qui va être appelé structure et vous allez chercher si au-delà de association, il n'y a pas d'autres mots qui peuvent être des synonymes ou des mots similaires qui pourraient être tout aussi intéressants. Et donc, ça va vous amener fondation, ça va vous amener peut-être coopérative, ça va vous amener plein de nouveaux mots-clés et ça va vous permettre d'enrichir ce petit groupe-là de mots-clés liés à votre structure. Vous allez ensuite avoir d'autres mots-clés qui sont relatifs à votre offre, à ce que vous proposez, d'autres mots-clés qui sont relatifs à la demande, de ce que cherchent les utilisateurs de l'autre côté, etc., etc. Des mots-clés relatifs à l'endroit où vous vous situez géographiquement, la portée de votre service, de vos livraisons ou de votre offre. Voilà, vous allez pouvoir organiser plein de petits groupes thématiques comme ça et vous allez commencer à hiérarchiser, à organiser un petit peu tout votre travail. Quand je parle de mots-clés, j'ai oublié de le dire et certains doivent se poser la question. Quand je parle de mots-clés, en fait, je parle de mots-clés uniques. C'est-à-dire que association, par exemple, c'est un mot-clé. France, c'est notre mot-clé. Toulouse,
Paris, c'est un autre mot-clé, etc. Vous pouvez faire quelques exceptions sur des mots-clés qui sont légèrement combinés. Par exemple, sans-abri, on va le considérer comme un seul mot et on va le retenir comme ça. Voilà. Pas-de-Calais, c'est aussi un seul mot, etc. Évitez par contre de faire des combinaisons, par exemple association en France, parce que là, vous êtes en train de commencer à combiner des mots uniques entre eux et de faire des possibles combinaisons. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc, ce n'est pas l'objectif. Et à partir du moment où vous commencez à combiner, alors oui, la liste peut être infinie. Et là, vous allez perdre votre sang-froid et vous allez baisser les bras parce que le travail ne s'arrête jamais. Donc, vraiment, focalisez-vous sur des mots-clés uniques, seuls, que vous pourrez par la suite combiner. Mais pour des soucis d'organisation et d'étapes, ne retenez que cela, les mots-clés uniques et seuls. Voilà. Donc, le dictionnaire du synonyme est une très, très bonne ressource pour enrichir ce que l'on a commencé à trouver au niveau de la base de données. On peut aller aussi chercher du côté des antonymes. Alors, ça peut être intéressant dans certains cas. Je me rappelle qu'une fois, j'avais travaillé pour des résidences qui étaient proposées à des personnes qui étaient suivies par des assistantes sociales. Et en fait, elle me posait la question de s'il fallait… donc, parmi les mots-clés importants, pardon, il y avait lumineux. Voilà, c'était un adjectif qui caractérisait les logements, lumineux, soleil, etc. C'était des mots-clés importants. Et on s'est demandé si on devait considérer les antonymes. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été obscur, sombre, etc. Et on s'est aperçu que oui, parce que certaines personnes peuvent être amenées à chercher un logement qui n'est pas obscur ou qui n'est pas sombre. Donc, ça pouvait, dans ce cas précis, être intéressant. Encore une fois, les antonymes, il faut les considérer. Dans certains cas, c'est intéressant. Dans d'autres, on fait l'impasse, tout simplement. Mais on l'a toujours présent dans nos étapes, histoire de ne rien oublier. Voilà. Ensuite, vous avez des outils. Alors, les outils, utilisez-les vraiment à la fin, quand vous êtes sur la dernière ligne droite de ce genre d'étape, parce que j'ai horreur de ça. Ça peut tuer, ça peut vraiment tuer la créativité, le brainstorming. Si vous lancez dans des logiciels qui vont vous donner immédiatement des solutions, ben, vous allez peut-être passer à côté de certains mots-clés qui pourraient être trouvés facilement avec un peu de bon sens. Donc, vraiment, faites-le uniquement à la fin pour peaufiner ce que vous avez réussi à trouver par vous-même et avec vos collègues de boulot. Mais vous avez des logiciels qui sont spécialisés là-dessus et vous avez aussi Google Suggest. Alors, ça, c'est génial. Vous savez, quand sur le moteur de recherche, vous commencez à taper une recherche, ben, vous avez des possibles fins de phrases qui commencent à se construire ou alors vous avez toute une liste dépliante qui apparaît et qui sont les recherches que d'autres personnes ont faites et qui sont proches de la vôtre. Ben, ça aussi, c'est très, très intéressant parce que ça permet d'envisager d'autres mots-clés qui sont rajoutés ou qui sont utilisés par les gens et qui sont bien évidemment basés sur les statistiques du moteur de recherche. Parce que ces suggestions-là que font Google viennent des données statistiques qu'ils ont collectées durant toutes ces années. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'analyser vos concurrents, les autres acteurs du secteur. Vous avez des logiciels, alors malheureusement, certains sont payants, ils sont même très chers, mais SEMrush est très, très intéressant puisque en mettant un site internet dans la recherche de SEMrush, on peut trouver immédiatement les mots-clés sur lesquels ce site apparaît en première, deuxième ou troisième page. Donc, c'est un moyen de faire du benchmarking, qu'on appelle, c'est-à-dire de s'inspirer des autres acteurs du secteur et de prendre ce qui est intéressant pour vous et de laisser de côté ce qui ne l'est pas tant que ça. Donc, voilà, c'est à garder à l'esprit aussi. Si certains ont fait des choses à côté de vous, que ça a très bien marché pour eux, autant vous en servir. Et ça peut être un outil très, très performant. Voilà. Une fois qu'on a fait ça et que vraiment notre base de données est très riche en termes de contenu et a commencé à être un petit peu organisée en sorte de nuage de mots-clés par thématique,
eh bien, on peut commencer à vraiment mettre une stratégie de hiérarchisation de ce qui va être injecté dans le site Internet. Donc, je m'explique. On va, dans un premier temps, faire une liste de 10 mots-clés qui sont vitaux. Je vais y revenir juste après, mais c'est vraiment ce que l'on préconise. Sur tous ces mots-clés-là, donc si vous en avez 200, 250, on va essayer de retenir les 10 mots-clés qui sont vraiment les plus importants, de tous qui sont vitaux. Et ça va être notre premier objectif. Ensuite, on va s'assurer que ces mots-clés-là ont vraiment du trafic associé au moteur de recherche. On va s'assurer que ce que l'on a identifié comme le plus important pour notre site va nous drainer du trafic. Voilà, c'est ça, cette étape-là qui est importante. Et cette liste-là des 10 premiers mots-clés vitaux, on va les utiliser pour construire les pages qui sont à la racine de notre site Internet et qui sont les plus importantes de toutes, c'est-à-dire la page d'accueil et les pages qui vont être accessibles depuis le menu principal du site, c'est-à-dire le menu que l'on a en général en haut et sur lequel on va très rapidement pour découvrir les sections principales du site Internet. Donc, voilà l'objectif fondamental de cette première étape de stratégie d'implémentation de mots-clés sur votre site Internet. Ensuite, une deuxième liste va apparaître qui va être la liste des mots-clés importants, non vitaux, mais importants. Et ces mots-clés-là, on va les utiliser à des pages qui vont être dans le menu déroulant ou à 2 clics ou 3 clics de la page d'accueil, pour vous donner une idée. Je vais montrer des visuels là-dessus, mais vous allez comprendre. Dans ces mots-clés-là, il faut faire aussi attention à l'indice de compétitivité. Ça, c'est très, très important aussi. On l'oublie trop souvent. Mais si vous avez une activité qui consiste à essayer d'apparaître sur le marché du vin, par exemple, l'achat-vente de vin en ligne, sachez qu'en face, vous avez une concurrence monstrueuse. Donc, plus il y a de concurrence et plus il y a de sites qui se positionnent sur les mots-clés qui vous intéressent, plus vous allez ramer, plus ça va vous coûter cher de réussir à sortir la tête de l'eau sur ce marché-là. Gardez-le à l'esprit. Même chose pour tout ce qui est hautement compétitif, tel que le marché immobilier à Paris, par exemple. Le marché de l'emploi, ce sont des secteurs complexes. Sachez-le d'entrée. Vous pouvez aussi, via des outils tels que SEMrush, Ahref ou autres, vous pouvez déterminer quel est le niveau de difficulté et donc essayer peut-être de contourner les obstacles et essayer d'aller dans un premier temps sur une niche plus facile d'accès, puis sur une deuxième niche, une troisième, et petit à petit aller aller dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, l'indice de compétitivité est très, très important. SEMrush appelle ça l'indice de Keyword Difficulty. Voilà. Ensuite, je continue d'avancer. Ça, je viens de vous en parler. Donc, ici, on retrouve les différentes listes. La liste de niveau 1, les 10 premiers mots-clés qui vont être vitaux, je vous en ai parlé. La liste de niveau 2, qui sont les mots-clés importants, non vitaux, mais importants, qui vont venir dans les pages donc, de niveau 2, c'est-à-dire menu déroulant, page à 2 clics de la page d'accueil, etc. Et tout ce qui va rester, parce que bien évidemment, quand on aura fait ce travail de liste de niveau 1 et de niveau 2, on aura en tout sélectionné que 20 mots-clés, puisque c'était l'objectif. Ben, il va nous en rester énormément. Il va nous rester, si on avait 250 mots-clés, ben, il va nous en rester 230. Ben, sachez que cette base-là, elle vaut quand même de l'or pour vous, parce que c'est ce que l'on appelle la longue traîne. Tous ces mots-clés-là vont vous permettre de pouvoir avoir des idées de rédaction d'articles pour votre blog, des idées de développement de nouveaux contenus pour plus tard, etc. Et donc, ces mots-clés-là, jugez intéressants. À chaque fois que vous allez les exploiter pour éditer du contenu, ben, vous allez obtenir de la visibilité supplémentaire. Vous allez aussi enrichir le vocabulaire et la sémantique que détient votre site Internet. Donc, vous allez faire augmenter votre niveau de pertinence et d'autorité
au sein des moteurs de recherche. Donc, vous finirez par doubler les autres. Voilà, en faisant ça. C'est ça la logique du texte et des mots-clés sur un site Internet. Ici, vous allez voir que on retrouve ce que je vous ai dit. Alors, on voit la page d'accueil qui est donc la page à la racine du site. En général, c'est assez dur d'optimiser un petit peu cette page. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la page la plus générale de votre site et sa fonction principale va être de rediriger les utilisateurs vers les rubriques de premier niveau, donc qui sont en violet ici. Sa fonction principale, c'est de rediriger le trafic vers les bonnes pages. Donc, vous aurez du mal à l'optimiser puisqu'elle parle un petit peu de tout et elle présente un petit peu toutes les sections. Malheureusement, ce ne sera pas un bon support. Mais dès qu'on est dans les pages de niveau 1, donc ici en violet, ou niveau 2 en bleu, on va pouvoir essayer de travailler sur les titres de ces pages-là, sur les titres des paragraphes, du contenu, les boutons cliquables. On va pouvoir venir injecter les mots-clés que l'on a préalablement mis de côté et qu'on s'apprête à utiliser. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de vouloir placer des mots-clés dans toutes ces pages-là, il faut que ce soit bien organisé, un site Internet. Il faut absolument penser ergonomie aussi, parce que si c'est bordélique, on aura beau utiliser une très très bonne stratégie de mots-clés, vos utilisateurs ne vont pas rester, vont se barrer, ils vont aller ailleurs, etc. Donc, les statistiques d'utilisation de votre site ne seront pas bonnes et ça ne va pas jouer en votre faveur. Donc, il faut vraiment agir sur tous les points, sur tous les plans. Et avant de construire à la va-vite un site Internet, réfléchissez à son ergonomie, à comment vous allez organiser son contenu et comment les utilisateurs vont naviguer d'une page à une autre sur votre site. C'est très, très important. D'ailleurs, pour les très grosses structures où il y a des gens qui ont un full-time job, qui sont vraiment embauchés rien que pour faire ça, ça s'appelle des architectes de l'information. Et quand le travail est clean et bien fait, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est vraiment, vraiment important. On le voit tout simplement. Est-ce que ça vous est arrivé de rentrer dans une librairie pour chercher un bouquin et que tout est empilé sur des tables, rien n'est classé par thématique? Est-ce que vous allez trouver facilement le livre que vous êtes venu chercher? Non. Est-ce que vous allez pour autant solliciter de l'aide? Est-ce qu'il y a du monde dans la boutique, etc. Bon, tous ces facteurs-là jouent et vont avoir un impact sur si vous restez, vous cherchez et vous espérez pouvoir trouver, ou si tout simplement vous ressortez aussi vite que vous êtes rentré. C'est pareil pour un site Internet. Et on le voit dans les grandes enseignes, quand on va à la FNAC, encore une fois, j'aime bien cet exemple, mais ça pourrait être n'importe quelle grande librairie. Vous rentrez dans l'idée de vouloir obtenir le guide du routard de la Bolivie, par exemple. Dans votre tête, vous allez vous dire, vous allez vous poser des questions. Où est-ce que je vais le trouver? Ah, peut-être dans la section tourisme. Il doit y avoir une section de tourisme, donc on s'oriente vers là-bas. Une fois qu'on y est, OK, la Bolivie, c'est un pays d'Amérique du Sud. Donc, je vais chercher la section Amérique. Ah, elle est là. Dans la section Amérique, il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud. Quand on est en Amérique du Sud, déjà, on est limité, je crois, à une quinzaine de pays à environ. Donc, la Bolivie, pour peu que ce soit classé par ordre alphabétique, A, B, hop, routard Bolivie, j'y suis, c'est bon. Mais ce chemin-là, qui a été réalisé par le cerveau de votre utilisateur, il faut l'anticiper pour pouvoir ensuite, vous, de votre côté, faire une bonne structure de site Internet, un bon sitemap qui va avoir beaucoup de chemins possibles pour arriver aux informations que les gens sont venus chercher. Voilà. Satisfaire les utilisateurs, c'est obtenir de bons résultats d'un point de vue Google Analytics, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous obtenez de bons résultats sur Google Analytics, Google se rend compte que les gens apprécient votre site, qu'ils restent sur votre site, qu'ils consultent beaucoup de pages sur votre site, qu'ils le recommandent, qu'ils reviennent, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être beaucoup plus mis en avant parce que vous rentrez à l'intérieur d'un cercle vertueux. Que veut Google? Satisfaire les utilisateurs.
que voulez-vous, vous, comme propriétaire de site? Satisfaire Google parce que vous allez lui prouver que vous arrivez à satisfaire les utilisateurs. Et voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est comme ça que petit à petit, on gravit les échelons sur des requêtes qui nous intéressent en sortant petit à petit de l'obscurité. Voilà. Et on voit ici que sur ce schéma aussi que j'aime beaucoup, on voit les flèches, regardez les flèches, on voit les flèches bleues quand on va en profondeur du site, mais on a aussi des flèches jaunes qui sont des possibles chemins et on voit qu'il est possible de revenir en arrière, donc de remonter au niveau des catégories, mais également de se déplacer de manière latérale dans le contenu. Donc ça, c'est vraiment des structures où le maillage interne, des sitemaps où le maillage interne a été très, très bien pensé et où l'utilisateur peut, entre guillemets, s'éclater et naviguer naturellement. Voilà, on continue d'avancer. Hop. Donc, on retrouve ici, si vous le souhaitez, notre PowerPoint sera disponible, ne vous inquiétez pas, hein. J'imagine que certains prennent des notes, mais n'hésitez pas à nous écrire après ce webinaire, on pourra vous redonner toutes les diapositives de ce PowerPoint. Mais ici, on retrouve donc la logique de notre stratégie qui consiste à injecter les mots-clés vitaux et importants et de longue traîne dans différents endroits du site à bon escient. Voilà, c'est pensé correctement. Alors, je vais enchaîner. Maintenant qu'on sait qu'il faut injecter ces mots à l'intérieur de nos pages Internet, je vais essayer de vous montrer les différents endroits où on peut injecter ces mots-là, où on peut utiliser ces mots-là. Et on va le voir, ça n'a pas le même poids suivant l'endroit où on les met. Notamment, il y a ce que l'on appelle des zones chaudes. Je crois que c'est un terme qui avait été utilisé par Olivier Andrieux au départ, mais que je le trouve très, très bien. Il y a certaines zones chaudes sur une page qui sont à privilégier et les moteurs de recherche se rendent compte que ces zones-là sont plus importantes que les autres. Il y a des sortes de coefficients qui sont appliqués dessus, parce que c'est un algorithme, il ne faut pas l'oublier, donc il y a des mathématiques derrière. Mais le titre d'une page, par exemple, va avoir énormément de poids et va donner normalement énormément d'informations sur le contenu même de cette page, puisque c'est le titre général. Donc, il faut faire attention et injecter les mots-clés vitaux, par exemple, à ces endroits-là, dans les pages qui sont à la racine de notre site Internet. Vous avez un visuel sur le site de Greenpeace, juste sous les yeux, et on voit ici que le titre, en fait, de la page, c'est « Rejoignez le mouvement ». Greenpeace France, et c'est la page d'accueil de greenpeace.fr. Et vous voyez, ce titre de page n'est pas visible au niveau du site, il est visible au niveau de l'onglet de votre navigateur. Donc, on pourrait penser que c'est un endroit peu stratégique. En fait, c'est énormément important, ce paramètre-là. Et on voit énormément de sites qui ont négligé ce paramètre-là. Donc, c'est un des premiers éléments sur lequel on va travailler au niveau de la réponse. Si, après un audit de site, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de manquements sur cette configuration-là de nombreuses pages du site Internet. Voilà. Donc, vous avez ici le titre. Viennent ensuite les sous-titres. Alors, si on navigue sur la page, ici, vous avez un sous-titre, par exemple, qui est très important. « Amazonie, arrêtons le massacre ». C'est ce qui va avoir le degré d'importance juste légèrement en dessous du titre principal, ce sont les sous-titres. Et si vous les sélectionnez et que vous faites un clic droit, analyser le code, donc vous sélectionnez Amazonie, arrêtons le massacre et vous faites analyser le code, vous verrez à droite, dans le texte, qu'il apparaît ici et qu'il est entouré d'une balise qui s'appelle H1. H1, ça veut dire sous-titre numéro 1. Voilà, tout simplement. Et la page est organisée comme on organiserait une dissertation, c'est-à-dire qu'on a le titre de notre dissertation. Ensuite, on a les titres principaux de nos paragraphes qui vont être argumentés. Et certains sous-titres peuvent avoir encore des catégories en dessous inférieures, etc. Donc, les balises que l'on appelle HN, où N va prendre différents numéros, on va pouvoir organiser nos titres et sous-titres. C'est-à-dire H1, c'est sous-titre principal, H2, c'est sous-titre secondaire, H3, c'est
c'est sous-titre en troisième position. Je ne sais même pas si on dit tertiaire, mais voilà, c'est en troisième position, etc. Et puis à la fin, les paragraphes. Voilà, les paragraphes sont les moins importants parce qu'on va développer les idées, mais le gros de nos idées et de nos informations sont compris dans les titres et les sous-titres. Voilà. Donc ici, on trouve un H1. Et ici, par exemple, on a un H2. C'est-à-dire, si on descend dans la page, nos actualités, ça a été encadré comme sous-titre de niveau 2, H2. Donc, c'est important également. On le voit. Mieux nous connaître aussi sur la page est un titre un sous-titre de niveau 2. Voilà. Donc, là, j'ai sélectionné. Quand vous sélectionnez un paragraphe en entier, vous avez une étiquette qui est un P, voilà, au niveau du code. Donc, on se rend compte qu'on est tout simplement dans la rédaction d'un paragraphe à ce niveau-là. Ici, si vous avez des doutes au niveau de votre site, que vous ne savez pas si ça a été bien fait ou pas, vous avez des outils, notamment celui-là qui est vraiment bien. Alors, j'ai mis la référence en bas, outilref.fr. Vous pouvez mettre n'importe quelle page de votre site Internet et cliquer sur Scanner. Et vous allez voir une représentation visuelle de comment sont vos titres, sous-titres, etc. Donc là, on le voit sur la droite avec les bulles H1, H2, H3. Et on retrouve la synthèse de la construction de la page de Greenpeace que j'ai analysée pour ce webinaire. Et on va regarder si c'est intéressant, si c'est bien fait, s'il y a des choses qui sont répétées, si les mots-clés qui nous intéressent sont là ou ne sont pas là, etc. Voilà. Mais ce sont les fameuses zones chaudes qu'on appelle. Et on voit énormément de sites, nous, en réalisant nos audits, qui n'ont absolument pas exploité ça ou qui n'ont absolument pas de H1 ou H2, mais par contre, ils ont des H3 en pagaille. Bon, ce sont de mauvaises configurations, ce sont des configurations qui pénalisent, enfin, qui pénalisent pas vraiment, mais qui en fait permettent de ne pas bénéficier de ce qui devrait être vraiment un levier positif pour acquérir plus de visibilité. Donc, c'est dommage, c'est inexploité. Voilà. Et on le voit très souvent au cours de nos audits. Hors du site, vous avez d'autres zones chaudes qui sont très, très intéressantes. Alors, vous voyez la toute première que je vous ai mentionnée, le titre de la page, c'est d'autant plus important, même si ça n'apparaît que dans l'onglet en haut du navigateur. Ça reste très, très important parce que ça fait partie des infos qui vont être extraites de chez vous pour être affichées chez Google. Donc, on voit que le lien de Greenpeace apparaît ici, donc en violet parce que je l'ai déjà cliqué, mais c'est vraiment le titre cliquable qui est dans le moteur de recherche et qui va nous amener à votre site Internet. Et en dessous, on a, donc au-dessus, pardon, on a l'URL, OK, c'est le site en question, donc là, pas grand-chose à faire. Mais on a cette autre balise méta qu'on appelle, qui est une description. Et cette description-là, c'est un petit message marketing que vous pouvez mettre dans votre code du site Internet sans que ça se voit sur la page en question. Donc, c'est-à-dire si je remonte en arrière, hop, est-ce qu'on me laisse faire? Voilà. C'est-à-dire que si je suis sur la page de Greenpeace, je peux descendre, 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 je ne vais pas voir cette information. Par contre, ce texte-là, en fait, je l'ai mis dans le code. C'est une métadescription et c'est un message marketing qui est censé donner, bon, on peut dans certains cas mettre des mots-clés aussi. Comme ça, il y aura un match avec la requête. Mais c'est surtout l'objectif de cette métadescription qu'on appelle, c'est de donner suffisamment d'informations à l'utilisateur pour savoir ce qu'il va découvrir s'il fait clic. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de confusion possible. Et aussi inciter au clic. Ça, c'est quelque chose qui est très, très oublié, mais c'est très important. C'est un paramètre qui peut faire la différence et qui peut augmenter, améliorer ce que l'on appelle votre CTR, votre click-through rate, c'est-à-dire votre taux de clic. Si vous avez un message accrocheur qui incite la personne à cliquer, découvrir, apprendre, etc., vous allez augmenter vos chances d'être cliqué. Si vous obtenez plus de clics, vous avez plus de trafic. Si vous avez plus de trafic et que celui-ci est bon, vos stats vont s'améliorer. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en troisième et que vos résultats sont meilleurs que le premier et le deuxième, d'ici quelques semaines, vous allez être en second et peut-être en premier. Donc, vous voyez, tout est très lié.
Et la métadescription est également quelque chose de très, très important. Et vous avez ces éléments-là que je vous ai montrés pour la page de Greenpeace, vous les avez pour toutes les pages de votre site Internet. Absolument toutes les pages, toutes les sections. Donc, si votre site est de 25 pages, vous avez 25 configurations à faire pour que vos 25 pages aient toute une possibilité différente de pouvoir apparaître sur des recherches réalisées sur Google, sur Bing ou autre. Voilà. Sachez aussi, je vous ai parlé tout à l'heure que l'algorithme, bon, c'était très mathématique et il mettait des coefficients un peu plus importants pour ces fameuses zones chaudes. Ben, sachez que l'algorithme c'est aussi détecté lorsqu'il y a une mise en forme. Donc, si vous avez mis certains mots en gras, en italique, soulignés ou alors avec un lien dessus, ben, ça veut dire qu'ils sont plus importants que les autres. Donc, il y aura aussi un petit coefficient ajouté en termes d'importance. Et donc, ils auront un peu plus de valeur et seront un peu plus pris en compte par l'algorithme. Donc, autant s'en servir lorsque c'est possible. Voilà. On approche de la fin. Je vérifie le timing. Hop, on est super. Il nous reste 20 minutes, donc on aura un espace aussi pour les questions et tout. C'est parfait. On a beaucoup parlé du texte, du contenu. Je ne voulais pas faire l'impasse quand même sur les images. Sur les vidéos, il n'y a pas grand-chose à dire, donc ça ira très vite. Mais les images font quand même partie intégrante du contenu. On est obligé de les mettre aussi parce que sinon, on a un site très triste s'il n'est pas visuel. Donc, la question est, OK, on peut faire plein de choses avec le texte, mais concrètement, avec les images, quelles sont les possibilités? Ben, les images aussi ont des éléments qui sont clés et qui ont un certain poids, qui vont faire gagner des points. Vous pouvez notamment travailler le titre du fichier image. Si par exemple, c'est une image en .jpeg, vous voyez la première, là, on voit que c'est la Joconde. Ce n'est pas la même chose si c'est un fichier basique, par exemple 11540.jpg, hein, le typique, fichier typique qui traîne sur nos ordinateurs. Ben, si on les met tel quel sur notre site Internet, c'est dommage parce qu'on perd un endroit où il est possible de mettre un mot-clé. Donc, si par exemple on le renomme et qu'on l'appelle la Joconde, la-joconde.jpg, ben, ça permet à l'algorithme de comprendre que l'image est très certainement une représentation de la Joconde. Voilà, tout simplement. Donc, on peut jouer sur le titre du fichier, on peut jouer sur la meta title, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre WordPress ou outil que vous utilisez pour créer votre site, ben, vous pouvez mettre un nom à cette image, ça s'appelle un titre d'image. Donc, on pourra mettre aussi photo de la Joconde, par exemple. Donc, ça peut être exploité. Il y a un autre paramètre qui s'appelle le texte alternatif ou balise alternative. Alors, ça, c'est très, très amusant parce qu'au départ, ça a été implémenté dans un but d'accessibilité, c'est-à-dire que ça a été pensé pour les personnes qui avaient une vision limitée, qui n'étaient pas en mesure de bien voir l'image. Ben, l'ordinateur pouvait prononcer ce que l'on mettait dans cette balise-là qui s'appelle le texte alternatif. Donc, vous pouvez par exemple mettre l'image représente une Joconde. Et si la personne a un ordinateur adapté et a des problèmes de vision, en appuyant sur une touche, l'ordinateur peut prononcer dans les enceintes ceci est une image de la Joconde. Voilà. Et cette balise qui a été implémentée avec ce but-là a été complètement détournée de son utilisation par les moteurs de recherche qui se sont dit c'est une aubaine, on comprend mal les images et il y a un texte qui est susceptible de décrire ce qu'est l'image. Donc, on va s'en servir. Et ces balises-là sont devenues hyper importantes pour les moteurs de recherche et ont été un petit peu détournées de leur utilité principale. Mais voilà, c'est bon à savoir et c'est amusant. Voilà. Autre chose, le poids de l'image va avoir un impact important. On se rend compte que la plupart des sites qui sont très, très lents le sont parce que leurs images ne sont pas du tout optimisées. Donc, ça peut jouer aussi. Faites des images de bonne qualité et rapides, adaptées à des formats pour le web, tels que PNG. Maintenant, il y a des nouveaux formats comme le WebP, etc. Si vos éléments sont rapides, vous allez booster votre site en termes de rapidité et ça va jouer en votre faveur.
Si par contre, ça ralentit tout, vous le savez, ça va vous pénaliser, etc. Donc, ça ne va pas jouer en votre faveur. Il ne faudrait pas que les images qui sont prévues pour être des atouts se transforment vraiment en fardeau, quoi. Voilà, les images ont aussi des possibilités de faire des liens. Donc, ce sont des possibilités de connecter les pages entre elles. On y reviendra plus tard sur tout ce qui est optimisation du netlinking. Mais tout ça pour vous dire que les images sont des ressources très, très importantes pour optimiser votre site, tout simplement, point de vue référencement. On a terminé. Je crois, Mégane, que c'est bon. Tu peux reprendre la parole si tu veux. Je vais juste clôturer en disant que la semaine prochaine, on parlera, je reviens en arrière, juste pour vous le rappeler. Hop, 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 hop. On traitera les 2 autres piliers qui nous manquent, qui sont le netlinking, donc tout ce qui est utilisation des liens sur Internet, et tout ce qui est utilisation de logiciels pour effectuer ces veilles, ces suivis de performance, ces suivis statistiques, etc. Analyser le marché, voir ce que fait la concurrence. On essaiera de traiter un petit peu tous ces points-là ensemble. Donc, ce deuxième webinaire durera également 2 heures, terminera probablement plus tôt. Et voilà, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour terminer de compléter tout ça.